Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo d'actu ciné et série. On va vous en parler avec l'ami Greg. Comment vas-tu mon cher Greg ? La patate, la pêche, ça me fait super plaisir d'être là avec vous et je voudrais en profiter direct pour vous dire merci à tous ceux qui ont entendu notre petit message sur le fait que Tipeee avait eu un petit souci et que du coup pas mal de gens avaient été remboursés. L'argent avait marché même sans que ce soit demandé et du coup on a pu voir que de nouveau pas mal de gens s'étaient abonnés à Tipeee. Merci à vous. Voilà, ça permet de faire plus de records, tout simplement. Ça permet de renouveler le matériel. Donc, un grand merci. La chaîne ne serait pas possible sans votre soutien sur Tipeee. Donc, merci à tous ceux qui le font. Et merci à tous ceux qui juste regardent les vidéos. C'est de la bonté de cœur. Hein. C'est de la charité vu la qualité, presque qualité de pas mal de nos vidéos. Et voilà, donc merci à tout le monde. En tout cas pour ça, on était très contents avec R de voir ce que vous avez pu faire. Merci à la communauté. Et du coup, on peut citer quelques tipeurs, quand même les saluer. Kylian, Cyril, Anjapan, Kevin, Jindo, Flonoul, Mark Ideli, Villefrag, Corentin, One Slut, je sais toujours pas le dire. Désolé, mon cher Sylvain. Charlélie, Indikush, Captain Pouet, Marie, Steezy, enfin voilà, et d'autres. Merci à tous. Et je vais commencer, mon cher Greg, cette vidéo news par le point pognon avec le box-office. Et il y a eu un truc assez énorme ce week-end. C'est la sortie de Joker Folie à 2. Finalement le titre se rapprochait plutôt pas mal de la réalité parce que même s'il y a un peu plus de 2 personnes qui sont allées le voir, ils n'étaient pas très nombreux non plus. Le film Joker Folie à 2 a fait 3 fois moins que le premier Joker. Il a rivalisé, mon cher Greg, et les chiffres font peur, avec d'énormes échecs de super-héros de ces dernières années. The Marvels, notamment. The Flash, il a fait moins que The Flash. Il est à kiff bourrico avec The Marvels. Et il est au même niveau que Morbius. Donc là, on est dans du très lourd sur le Joker Folie à 2. En France, c'est pareil. Sur son premier week-end, il a fait 500 000 entrées, alors que le Joker 1 était presque à 1,5 million. Enfin, il était à 1,3 million, quoi. Donc on est vraiment sur un gros échec. Il n'a rapporté que 120 millions de dollars pour son premier week-end à travers le monde, 40 millions aux États-Unis. Pour rappel, Joker 1, c'était 250 millions sur son premier week-end. Donc voilà, et en plus le film a coûté très cher, bien plus que le premier. Alors les raisons à ça, il y a, qui a été souvent évoqué, c'est la promo qui a été assez faiblarde finalement. On a entendu beaucoup parler de Joker Folie à 2 avant l'annonce de l'arrivée de Lady Gaga sur le projet, qui joue Harley Quinn, le fait que c'était une comédie musicale, mais qui assumait pas vraiment le côté comédie musicale, alors que d'après beaucoup de critiques, le côté musical est très trop présent. Ni Greg ni moi l'avons vu pour l'instant, on a été refroidis et puis on n'a pas eu le temps, hein, tout simplement. Mais le truc aussi, c'est que il y a les mauvaises critiques qui ont joué énormément contre le film. Le film se fait démonter par la critique, critique presse, se fait aussi démonter surtout par les spectateurs qui sont allés le voir. Le bouche à oreille n'est pas bon. Donc voilà, Joker Folie à 2, est un gros échec de l'année 2024. Et ça, c'était franchement pas dit. S'il y a encore quelques semaines, vous m'avez demandé ce que j'envisageais comme box-office sur le Joker 2, j'aurais pas tablé sur le milliard parce que j'y croyais pas, mais un 600-700 millions, ça me paraissait réaliste. Et en fait, on en est très loin. Autre énorme échec, mon cher Greg, c'est Megalopolis. J'en parlais dans la dernière vidéo news. C'est dingue. Megalopolis. Est-ce que je peux réagir juste sur l'échec sur de Joker 2 ? Vas-y. La semaine dernière, en news, je vous disais que du coup, DC avait prévu de faire pas mal de production autour des méchants, notamment l'annonce du film entre Ben et Deadpool. Je pense que ça va peut-être freiner les ardeurs. Pardon ?
Deathstroke. Pas Deadpool. Oui, Deadpool, c'est pas le même univers. Mais si vous regardez les images de l'un et de l'autre, vous allez comprendre le pourquoi du comment. Et du coup, le truc, c'est que je pense que ça va peut-être les calmer et se dire que peut-être que de faire des milliers de productions, c'est super, mais juste de faire des bons Batman, Superman, déjà c'est la base. Parce que entre deux Batman, là, il se passe quand même beaucoup de temps, par exemple. Et peut-être que ça, c'est les locomotives et que, Deathstroke et Bane, j'ai failli le refaire, j'ai failli redire Deadpool, c'est peut-être pas les films à préparer en premier dans l'agenda. Je sais pas s'il y a un vrai lien entre Gunn, Safran et les films et Joker par exemple et The Batman de Reeves, parce que tu vois, il y a une déclaration de Todd Phillips ce week-end qui, à mon avis, loin d'être anodine. Il a insisté sur le fait que il aimait bien ce que faisait James Gunn, il n'y avait pas de problème, mais que James Gunn n'était intervenu en rien sur la production de Joker 2 et sur la stratégie de Joker 2, sur la sortie de Joker, sur l'avenir potentiel de Joker. D'ailleurs, Todd Phillips a dit que pour rien au monde, il ferait un troisième, par exemple. Donc, le fait qu'il insiste sur le fait il que... avait dit un peu la même après le 1. De quoi ? Qu'il voulait pas faire de suite. Qu'il n'y aurait pas de 2 ? Ouais, mais après le 1 était un tel succès, là le 2 va pas être un succès, donc je pense qu'il va pas, il va plutôt s'enfuir et arrêter de travailler sur le Joker. Je pense qu'il y a l'échec de Joker, l'échec critique, hein, je pense que c'est lié à, il y a eu un dysfonctionnement sur le film. On le découvrira peut-être plus tard, mais en tout cas, le fait qu'il parle de Gunn et de Safran dans la promo là de Joker, pour moi, c'est une manière pour Todd Phillips de justement faire taire les rumeurs comme quoi il y a que Gunn et Safran tournent autour des productions comme Joker ou The Batman. Et l'autre manière, c'est aussi de dire non, mais eux, ils y sont pour rien. Là, ça bide, là, mon film. Du coup, ça pourrait être des propos qui auraient été demandés par la Warner. Où son film bide, mais Gunn n'y est pour rien. Vous pouvez encore croire au succès des prochains films d'ici. Je pense que, tu vois, Gunn a pris le truc. Joker était déjà sorti, ça avait été un succès. Batman était déjà sorti, c'était un succès. Les deux suites étaient annoncées. Il a pas touché à ça. Lui, il fait son univers à lui de son côté. Après, est-ce qu'il a lancé un Bane Deathstroke en se disant que comme Joker marchait bien, c'était peut-être un bon filon? Même ça, j'ai du mal à y croire. Apparemment, en interne, on pensait que Joker 2 allait être un échec depuis un moment. Donc, je sais pas trop. Pour moi, il y a vraiment deux univers d'ici bien distincts. Et d'ailleurs, Gunn en avait parlé. Hein, il avait dit, il y a les films qui sont indépendants, ça, j'y touche pas. Et puis, il y a l'univers d'ici que moi, je développe. Tu vois, Le Pingouin, par exemple, la série qui est excellente, n'est pas du tout rattachée à l'univers de James Gunn. Et elle n'aura pas de lien avec Peacemaker, etc. Donc, je pense encore qu'il y a une vraie indépendance de certains films d'ici. Et je continue le point box-office, mon cher Greg, avec quelques petites infos. Le Robot Sauvage, le DreamWorks, que j'ai hyper hâte d'aller voir parce que toutes les critiques sont folles, a dépassé les 100 millions de dollars au box-office. C'est bien, mais au vu des critiques, franchement, ça mériterait plus, visiblement. Il y a un film qui est en train de se vautrer totalement, c'est Megalopolis de Francis Ford Coppola. Premier week-end, donc rappelle un budget 120 millions de dollars, énorme promo parce que c'était ce que Coppola avait réclamé. Énorme promo chaotique, soit dit en passant. On a un budget, donc je l'ai dit, de 120 millions. La semaine dernière, dans la dernière vidéo news, que je vous invite à voir, je vous disais que le film avait fait 4 millions de dollars au box-office américain. Et ben, deuxième semaine, il s'est bien repris, puisqu'il a fait 41 millions de dollars. Il a fait 1 million de dollars sur son second week-end. Il a baissé de 75%. Là, quand tu fais 1 million de dollars sur un week-end, généralement, les cinémas disent non merci, ça va aller, on arrête, et il n'y aura pas de prochain week-end. Donc la carrière de Megalopolis au cinéma est un échec historique. Là, on est vraiment... En plus, tu vois, c'est un réalisateur iconique. En plus, tout était écrit, c'est ça qui est incroyable. On le rappelle, on en avait déjà parlé la semaine dernière, on en avait parlé dans d'autres vidéos, mais il y avait une projection test du film Megalopolis avec tous les grands acteurs, les grands distributeurs américains. Il y avait Disney, il y avait Netflix, il y avait la Warner, il y avait Universal, il y avait tout le monde pour
que Coppola trouve un distributeur, que ce soit sur plateforme ou au cinéma. Alors, il voulait une sortie ciné, mais par exemple, une plateforme pouvait avoir un deal, sorte comme fait Apple, on sort le film d'abord au ciné, ensuite ça sera sur notre plateforme. Et tout le monde était sorti de la salle en disant non merci, c'est pas possible, ce film-là, on n'arrivera jamais à le vendre. En plus, ses critiques étaient très 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 partagées. Il y a eu la projection à Cannes qui ne s'est pas bien passée non plus. Il a réussi à trouver des distributeurs aux États-Unis parce que à l'international, il en a trouvé d'abord. Il en a d'abord trouvé en France, par exemple. Il en a trouvé en Allemagne, en Angleterre, etc. Ensuite, il y a eu un distributeur aux États-Unis. Mais en fait, c'était évident que le film allait bider. Et c'est un échec monumental pour le film. Et c'est une succession d'échecs aussi pour Adam Driver, qui est un très grand acteur, mais qui là enchaîne les bides. Donc dur pour Coppola et pour Adam Driver. Et sinon, je te parlais d'un truc, c'est le cinéma en France en 2024. Il y a eu beaucoup d'articles qui expliquaient que la fréquentation des salles en France était très bonne cette année. En fait, il y a eu un excellent mois qui est le mois de juin, qui est un peu l'arbre qui cache la forêt, avec le succès de Un petit truc en plus et du Comte de Monte-Cristo. Il est vrai qu'en France, on est un pays un peu particulier dans la consommation de cinéma en 2024, puisque les deux plus gros succès de l'année sont largement des films français, donc je les ai cités. Ensuite, derrière, on a Vice Versa 2. Et en fait, juin a été un mois où vraiment ça a explosé, mais était très bon aussi. Mais en fait, si on regarde un peu au détail, eh ben, sur les 9 premiers mois de l'année, on en a 6 qui sont dans le négatif par rapport à l'année 2023. Et au final, pour l'instant, l'année 2024, il y a une fréquentation qui a baissé de 4% par rapport à 2023 et on est très loin des fréquentations des salles en France pré-Covid. Donc finalement, c'est pas non plus incroyable. 4% en moins par rapport à 2023 pour les salles, alors qu'on a eu 2 films, enfin 3 parce que je vais mettre Vice Versa 2 dedans, 3 films qui ont été d'énormes succès. C'est malheureusement pas très bien pour la santé des cinémas français. Voilà mon cher Greg pour le point pognon. À toi pour ta première news. Eh ben, j'ai parlé un peu de pognon, mais pas de pognon qui rentre dans directement les fouilles des petits cinés et des grands cinés, mais de l'argent qui rentre dans les poches d'Amazon. Amazon, en fait, a été très content de faire des nouvelles annonces qui vont, je suis sûr, vous plaire, et je vais prendre du coup Ker en tant que cobaye. Ker, mon cher Ker, es-tu content de ces annonces que je vais faire ? La première, c'est dire que Amazon se félicite d'avoir rentré plus de 1,8 milliard de dollars de publicité sur 2024. Et du coup, ils ont envie d'augmenter les choses en faisant eh bien, 3 actions directes. La première action directe, c'est qu'ils veulent plus de publicité. Ils veulent mettre plus de types de publicités différentes donc dans Amazon Prime Video. Ils veulent qu'il y ait plus de publicités disponibles, donc ça veut dire qu'il y ait plus de succès des séries, des films, etc., etc., mais que chacune ait donc potentiellement plus de pubs et de coupures pub possibles. Ils veulent améliorer le ciblage, donc c'est-à-dire vraiment mieux maîtriser qu'est-ce qu'on regarde, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait pour nous faire des publicités et nous envoyer des publicités donc qui nous correspondent mieux. Ça, c'est parce que les pubs, plus elles sont ciblées, plus elles coûtent cher. Et ensuite, renforcer l'engagement, je cite, j'ai un truc à dire là-dessus après. Créer des expériences publicitaires plus interactives. C'est-à-dire que, je donne un exemple complètement sorti de ma tête, vous avez envie de regarder les derniers Anneaux de pouvoir, et avant de pouvoir regarder les Anneaux de pouvoir, eh bien là, la télé vous dit faisons un quiz, est-ce que tu penses que ce serait plutôt en achetant des fruits et légumes frais que Celebrimbor aurait pu du coup s'en sortir, oui ou non? Et du coup tu cliques et tout pour pouvoir t'engager, participer, faire ce jeu publicitaire qui va te prendre donc du coup de longues secondes avant que tu puisses regarder ton contenu. Est-ce que Ker, tu es content de ça, sachant qu'Amazon dit que pour les utilisateurs, c'est aussi la possibilité de voir des publicités plus adaptées à ce qu'on a envie?
Et l'autre point, mon cher Greg, que tu as évoqué là sur les publicités personnalisées, ça me fait penser bien évidemment à l'épisode de The Boys, où il y a des pubs personnalisées en fonction donc, de l'origine ethnique de la personne qui regarde, de son orientation sexuelle, etc. Donc dans The Boys, c'était très gros et on se disait waouh, mais pourvu que ça n'arrive jamais. Et ben Eric Kripke, le créateur de The Boys, a révélé en promo juste après qu'en fait Amazon avait vraiment planifié ce genre de publicité-là, donc peut-être pas autant bien évidemment que dans The Boys, et que les scénaristes avaient décidé de s'en moquer parce qu'ils avaient du côté d'Amazon, d'après Eric Kripke bien évidemment, avaient envisagé de le faire pour la diffusion de The Boys de saison 3. Donc voilà. Ma foi, très bien. Veux-tu enchaîner par une news, mon cher Kerr ? Ma news suivante, mon cher Greg, c'est une news tristesse avec le décès de Michel Blanc, l'acteur bien évidemment des Bronzés, le fameux Jean-Claude Duss qui est décédé à l'âge de 72 ans. Connu bien évidemment pour être un membre du Splendide, avec Thierry Lhermitte, Clavier, Balasco, etc. Et qui avait joué dans Les Bronzés font du ski, et qui accessoirement, le Père Noël est une ordure aussi, on a vu moi j'ai vu beaucoup d'articles qui parlaient donc de lui et de son décès, dire à quel point il se sentait enfermé dans le rôle de Jean-Claude Duss. Et en fait, tout le monde ne parle que du rôle de Jean-Claude Duss. Du coup, moi, j'avais envie alors je l'ai cité bien sûr, mais j'avais envie de citer aussi d'autres rôles où moi j'avais trouvé très bien. J'étais allé voir au cinéma Embrassez qui vous voudrez, qu'il avait réalisé lui-même. Je vous trouve très beau d'Isabelle Mergo, où il était très bien aussi. Les deux que tu viens de citer étaient extrêmement chouettes, de très bons films. Si vous avez envie de vous faire un petit trip hommage, c'est deux très très bons films de lui, avec lui et de lui, que je vous conseille très très chaleureusement. Et c'est un acteur que j'aimais beaucoup, Michel Blanc, que je trouvais très nuancé, très touchant. Voilà, c'était un monument du cinéma français qui nous a quittés à l'âge de 72 ans. Sachez qu'il y a encore un film avec lui qui va sortir en 2025, qui s'appelle La Cache de Lionel Bayer. Voilà, et malheureusement il n'y aura pas d'autres productions avec Michel Blanc. Et tu le dis pas parce que c'est dans les années très récemment, il avait joué dans les Tuches 4 par exemple, il a joué dans les Cadors, les Petites Victoires. Marilyn et tu n'en parles pas, mais il avait aussi fait Tenue de soirée, qui est un film de Blier qui est moins facile d'accès un peu que les autres, mais aussi un très bon film. En tout cas, voilà, entre Tenue de soirée, le Je vous trouve très beau et le dernier Je vous ai embrassé. Non, attends, Embrassez qui vous voudrez. Vraiment, ça fait 3 films qui sont très très différents de ce qu'il avait fait avec l'équipe du Splendide, et voilà. Mais bon, visiblement, il n'y avait pas moyen. Donc il est plus avec nous. Il avait fait aussi Marche à l'ombre, Grosse fatigue. En tant que réalisateur, il avait, tu vois, Marche à l'ombre, c'était chouette aussi. Ouais, je pense que Marche à l'ombre, ça a beaucoup vieilli. Ouais. Donc voilà. Pour Michel Blanc. Je vais enchaîner avec une autre news un peu plus joyeuse, même beaucoup plus joyeuse. Je vais vous parler d'une annonce jeu vidéo qui a été faite là. C'est l'annonce d'une suite pour le jeu vidéo Alien Isolation. Et si j'en parle, bien évidemment, c'est que c'est une suite directe d'Alien 1. Et d'ailleurs, beaucoup de fans d'Alien considèrent Alien Isolation comme la meilleure suite d'Alien, le 8e passager. Donc jeu très réussi. Et là, donc, pour les 10 ans du jeu, puisqu'il est sorti en octobre 2014, ils ont annoncé le développement en cours d'une suite. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, mon cher Greg. À toi. Paramount, on vous l'annonçait la semaine dernière, avait annoncé qu'il voulait licencier plus de 15% de ses employés aux États-Unis, donc un chiffre important. Et ils avaient déjà commencé. Eh bien, sachez que y a la réponse des employés licenciés cette semaine. Ils font une class action. Une class action, ça n'existe pas en France. C'est aux États-Unis, quand plusieurs personnes font le même procès, ils peuvent se rassembler pour faire des économies d'échelle, avoir qu'un seul avocat, et demander plus tous ensemble. Et donc, il y a une grosse class action pour se plaindre de ce licenciement de Paramount. Voilà.
L'arroseur arrosé. Autre point, et ça j'en parle parce qu'il y a des fans de la série Lost parmi nous. Je sais que ça fera plaisir à pas mal de gens d'entre vous. Et il y a la série, le documentaire de Taylor Morden qui s'appelle Getting Lost, donc qui est sur la série Lost, qui a beaucoup d'images de making-of qui n'ont jamais été vues et des images d'archives. Eh bien, sachez que la série est sortie, enfin, cette série documentaire, ce documentaire est sorti sur la série. Et du coup, pour tous ceux qui ont envie de la regarder, je vous invite à le faire. Ça a l'air assez chouette. Il y a vraiment pas mal d'images sympas. Et c'est vrai que j'ai eu tendance un peu à oublier Lost et de revoir un peu tous les acteurs. C'était assez chouette. Mon cher Car, c'est à toi. C'est l'occasion de dire bonjour à Didi Chandoudoui, qui est grand amoureux de Lost. Mon cher Greg, moi, je vais vous parler de Thunderbolt. On n'en a pas parlé dans la précédente vidéo. Il y a eu un trailer qui est sorti et même une affiche. On parlera de l'affiche après. Trailer donc du prochain film Marvel, avec le trailer nous le montre très clairement. Le tout centré vraiment sur le personnage de White Widow, hein, donc la sœur de Black Widow, donc interprétée par l'excellente, l'extraordinaire Florence Pugh. Et elle est vraiment centrale sur le film, et on le voit d'ailleurs sur l'affiche, c'est la seule qui nous regarde pendant que les autres sont en train de se cartonner. Et là, si vous regardez un petit peu l'affiche qui est à l'écran, donc on voit Ghost tout en haut à droite, qui est en train de se friter donc avec le daron de Florence Pugh, donc Red Guardian, et à côté de Ghost, qui aura un nouveau costume différent de celui d'Ant-Man 2, on a US Agent. Donc on avait vu dans la série Falcon and the Winter Soldier. On a Bucky en dessous qui était... Il y avait des doutes sur sa forte présence ou pas dans le film, et visiblement ça sera le cas. Je pense qu'ils ont retourné beaucoup de scènes avec Bucky parce que les premiers échos de sa faible présence à l'écran posaient problème. Et on rappelle aussi qu'il n'apparaît pas dans Captain America le prochain. Et Anthony Mackie qui joue Captain America s'est plaint d'ailleurs de l'absence de Bucky à l'écran. Sur l'image, on voit dans le coin à droite en bas Taskmaster. Et si vous regardez attentivement l'affiche qu'on va vous remettre à l'écran, on a donc un nouveau personnage que vous voyez donc en bas à gauche qui est en train de se cacher là parce qu'il veut pas se prendre le chargeur de Bucky dans la tronche. Et ce personnage, c'est loin d'être un personnage clown de l'univers Marvel, c'est plutôt un personnage extrêmement badass, puisque c'est Sentry qui fait donc sa première apparition, interprété par l'acteur Lewis Pullman, qui a joué avec Captain Marvel dans l'excellente série Lessons of Chemistry. Alors Lewis Pullman est un acteur qui monte, qui vient de sortir un film Salem machin truc qui apparemment est un navet, mais lui monte. Quand je dis qu'il a joué avec Captain Marvel, c'est qu'il a joué avec Brie Larson dans cette série où elle a été nominée pour de nombreux prix. Et si vous regardez attentivement la fiche du film, eh ben Lewis Pullman Sentry a 6 doigts à sa main. Voilà, donc lui a dit que non. En fait, on regarde pas bien, on se rend pas bien compte qu'il y a en fait que 5 doigts et on croit qu'il y en a 6. Mais en fait, il y en a 6. Et donc, Marvel a été accusé d'avoir utilisé l'IA pour faire l'affiche du film Thunderbolt. C'est cocasse, hein. C'est cocasse. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé du trailer de Thunderbolt. Moi, j'étais moyennement emballé. Je n'ai pas trouvé ça cata non plus, mais pas de quoi m'emballer plus que ça. Et croire que le MCU va se sortir du bourbier dans lequel il est. Voilà mon cher Greg. Thunderbolt, t'en penses quoi ? Prenez plein de personnages dont on n'est pas vraiment chaud, mais pas vraiment froid. On est intéressé vite fait comme ça. On en met plein. Et est-ce que ça va faire plein de un peu intéressé va faire beaucoup intéressé ? Bah non, ça fait un peu intéressé. Voilà. Pour moi, c'est pas une addition, c'est une et du coup c'est c'est pas une soustraction.
C'est pas une soustraction, multiplication. Ni une division. Voilà, c'est un indivisible. Donc au final, est-ce que ça me chauffe ? Écoute, pas trop en vrai. Mais en fait, Marvel a fait tellement de trucs tièdes en ce moment que là, d'avoir des personnages tièdes, une intrigue tiède, il faut d'abord me montrer que c'est super pour que je sois très chaud. Il y a Valentina aussi qui se rajoute au casting et de mémoire il y a Baron Zemo aussi, mais j'espère qu'il y a des personnages qui n'ont pas encore été annoncés, notamment le grand méchant. Là, globalement, ce qu'on sait sur l'histoire, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'éléments sur Sentry et le fait qu'il est tenu captif. Il est libéré, alors peut-être par accident ou peut-être volontairement dans le cadre d'une mission par le groupe des Thunderbolts. En tout cas, hâte de voir débarquer Sentry dans l'univers du MCU parce que c'est un super-héros qui est quand même très puissant et quand même intéressant. Voilà mon cher Gaga, toi. DC a enfin trouvé son réalisateur pour éclairer sa lanterne. Je parle de la série Lanterns. C'est James Hawes qui a fait Penny Dreadful, qui a fait Slow Horses, celui qui a fait Snowpiercer, The Alienist, Merlin et un peu de Doctor Who. Du coup, ils ont pris un réalisateur qui est entre Yes Men et réalisateur aguerri de séries. Ce n'est pas un choix incroyable, mais c'est un choix solide. C'est plutôt une bonne chose. Les anneaux de pouvoir étaient dans les news les plus regardées de Hollywood Reporter, parce que Hollywood Reporter a dit les anneaux de pouvoir vont sans doute avoir une saison 3 renouvelée. Information. Alors, au moment où on enregistre, c'est peut-être déjà confirmé. Moi, je trouve ça fou qu'on en soit en ce moment, alors qu'on avait eu les annonces 1 milliard, 5 saisons. On en est au point sur les anneaux de pouvoir de se dire qu'on est en mesure de penser que potentiellement la saison 3 va être validée. C'est à ce point-là que la série inquiète. Non pas par ses audiences, qui au regard d'une petite série serait plutôt bonne, mais au regard de son budget par rapport à son audience. Et là, on est sur du catastrophique. Petite news, puisque je vois que tu as un maillot de volley, mon cher Kerr, un sweat de volleyball, une news qui va t'intéresser. Charles Barkley, donc, qui a annoncé qu'il allait prendre sa retraite, a annoncé également qu'il annonce sa retraite parce que TNT perd les droits de diffusion de la NBA, et du coup son émission Tonight NBA on TNT, le truc c'est que du coup ça arrête dans un an. Il a annoncé sa retraite, et pour tous ceux qui adorent Charles Barkley, parce que je sais que c'est le cas de Kerr et c'est mon cas, il a annoncé qu'il se lançait pour cofonder une société de production. Ils ont déjà une dizaine de projets en plan. Il l'a monté avec son agent de toujours. Et un des projets serait un documentaire définitif sur l'histoire de Charles Barkley, Chuck. Et du coup, écoutez, il y a tellement de bons documentaires de basket en ce moment que moi j'ai envie de dire très bien, je prends. Jean, qui ou tu veux faire ? Juste une petite news, vu que tu parlais de droits et de diffusion de basket, il y avait des négociations en France pour savoir qui allait diffuser la NBA cette année, parce que dans le deal global d'Amazon, il y a également l'international, et du coup ça veut dire qu'en France, Prime Video, dès l'année prochaine, aura un certain nombre de matchs, et notamment de play-off, les play-in en intégralité, etc. Et du coup, il y avait négociation, est-ce que beIN allait continuer, et beIN aura encore les droits de diffusion de la NBA. Alors, 2 matchs par soir, plus une émission quotidienne, plus un prime le dimanche. En tout cas, sur l'année de la saison 2024-2025. Donc ça, c'est cool, et à voir après si ça continue avec l'équipe d'NBA Extra ou pas sur beIN, ou si ils partent ailleurs, comme il y avait eu le transfert de Canal sur beIN, etc. C'est toujours compliqué, bien évidemment, avec les droits de la NBA en France et les conséquences que ça a sur les équipes qui travaillent dessus. Voilà, mon cher. Après, le pro tips, c'est si vous en fichez de regarder la NBA en français et qu'en anglais ça vous va, prenez juste le NBA League Pass. C'est le truc qui a le plus de contenu et le moins cher, avec l'intégralité de tous les matchs de tout le temps. Mais oui, c'est mais t'as pas le côté éditorial, par exemple. T'as pas le regard de la NBA depuis la France par des équipes de françaises. Tu l'as sur YouTube.
Bean d'accord, diffuse mais ses je veux dire, émissions l'équipe- sur YouTube. Oui, mais l'équipe de NBA Extra est excellente. J'adore regarder Trash Talk et Les- compagnie, mais les émissions- NBA Extra, j'ai pas envie que ça s'arrête. Non, mais NBA Extra, c'est diffusé sur YouTube, gratuitement. C'est Non, mais je veux c'est dire, des ça n'est- gros bouts de non, mais- l'émission. non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ne le feront plus s'ils sont plus sur Bein. On verra. Et Bean doit quand même avoir des émissions pour remplir leur grille. On enquille. Tu voulais peut-être faire une autre chose, une seule news? Tu voulais enchaîner ou pas? Non, vas-y. Alors, après les réalisateurs, après les scénaristes, après les acteurs, après les animateurs, eh bien, ce sont maintenant les responsables de casting qui vont discuter avec du coup les grands studios. Et si les grands studios ne sont pas d'accord, ils vont entrer en grève. Effectivement, ils sont déjà signés, ratifiés les premières étapes pour entrer en grève. Et au final, ça a fait suffisamment peur aux grands studios qui ont très vite commencé à accepter. Donc là, au moment où on fait la vidéo, une grande partie des accords ont été trouvés, ce n'est pas signé. Mais du coup, je me demande si quand tu arrives en dernier de la file de négociation, les studios, ils sont en mode « Ouais, bon, allez... j'en ai marre, tout le monde m'a demandé de l'argent, je t'en donne pas. » Ou si au contraire c'est open bar, les studios ils savent qu'il faut qu'ils donnent le chèque et puis c'est pas grave. Alors moi, j'ai une news ciné français, mon cher Greg. Alors, pas pour un film français, c'est pour un film américain, Terrifier 3, qui va sortir là, au moment où je vous parle, très probablement que le film est déjà sorti. Et en fait, il y a une spécificité, ce film d'horreur, alors que les deux premiers ne sont pas sortis au cinéma en France, sont très violents. Et en fait, le 3 sort au ciné parce que c'est un succès. Et c'est le premier film interdit aux moins de 18 ans à sortir en salle depuis 2006 et depuis Saw 3. Donc voilà, il y a un nouveau film interdit aux moins de 18 qui sort en France et il sort dans 110 cinémas. Donc au moment où je vous parle, il y aura peut-être d'autres copies qui seront ensuite balancées pour que le film soit vu davantage. Donc c'est un test. On sait que les cinémas actuellement sont plutôt frileux à l'idée de mettre à l'écran des films d'horreur parce qu'il y a beaucoup d'incidents. Là, Terrifier, si vous avez vu les deux premiers, c'est bien vénère. Donc, bon, moi j'ai hâte de voir le 3, mais au cinéma, ça doit être une expérience. Voilà. Et autre news, là je fais un grand écart, puisqu'on va passer de Terrifier au monde de Disney et au monde d'Obi-Wan Kenobi, puisque Attends, parce que les gens le voient pas. Car les gens le voient pas parce que t'es coupé jusqu'au niveau du torse que tu es en train de faire. Je fais le grand écart. Oui, mais je le fais, vraiment. Et d'ailleurs, là, je suis coincé au niveau du bassin, donc j'ai hâte que la vidéo se termine pour pouvoir me remettre en place à l'aide de mon déambulateur. Alors, donc je parlais de Obi-Wan Kenobi et donc de Ewan McGregor qui a dit qu'ils étaient en train de réfléchir à l'hypothèse d'une saison 2 à la série Obi-Wan Kenobi. Alors, c'est étonnant car absolument personne ne lui a demandé de réfléchir à ce projet. En tout cas, pas ceux qui ont vu la saison 1. Et Ewan McGregor a rajouté qu'il rêverait de porter la mûre de Clone Wars dans cette saison 2. Et qu'il il avait aussi envie d'avoir plus de scènes avec Hayden Christensen. Voilà. Est-ce que tu es emballé par l'idée d'une saison 2 d'Obi-Wan Kenobi ? Et est-ce que tu es pour que des personnages de The Acolyte et de Ahsoka intègrent la série ? Bon, sachant que c'est pas possible, mais c'était pour te faire peur. J'ai envie de te dire oui. Voilà. En fait, le truc, c'est que moi, du Star Wars, du moment que c'est bon, je suis chaud. Et c'est pas parce qu'une première saison est nulle que la deuxième le sera forcément. Mais pour l'instant, c'est pas fou ce que propose Disney Star Wars. On a carrément eu un retournement, presque un retournement de veste des grands sites de news américaines. On a Hollywood Reporter qui avait énormément soutenu Disney Star Wars, qui là a titré la semaine dernière un article qui était est-ce que Disney est bad à Star Wars ? Est-ce qu'ils n'arrivent pas à faire du Star Wars ? Avec un très long article et tout pour analyser un petit peu la question. Donc il y a vraiment un shift, ça y est, c'est un petit peu acquis. Enfin, tout le monde est un petit peu d'accord sur ce principe que au final, Disney ne sait pas trop faire du Star Wars. Pour l'instant, ils n'ont pas fait beaucoup de bangers. Alors oui, il y a Andor, oui, il y a les Clone Wars, il y a l'animation, mais bon, à part Rogue One en film, ça s'arrête là.
Mon cher Kerr, du coup je vais enchaîner, puisqu'on parle de films, je vais vous parler de Ted Sarandos, qui est un des 2 patrons de Netflix, qui a donné son avis un petit peu sur le cinéma et dit qu'une sortie cinéma, c'est complètement inefficace. C'est une manière complètement inefficace de distribuer les films et que mieux valait les distribuer sur les plateformes de streaming qui est plus efficace. Voilà. Bon, après, c'est le patron de Netflix. Vous attendiez à quoi? Qui disent que les cinémas, ça reste quand même mieux que Netflix. Faut pas déconner quand même. Mais par contre, ce qui est intéressant... C'est drôle qu'ils disent oui, les plateformes, c'est nul, il faut les arrêter. Vive le cinéma indépendant. Elles sont devenues trop chères. Ouais, c'est sont devenues trop chères. Il y en a marre qu'elles augmentent leurs tarifs. Et puis avant, elles ont accepté qu'on le partage de compte. Enfin, franchement, ils renient tout ce qui était leur principe. Sacré Ted. Et du coup, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait remarquer, donc c'était lors d'une cérémonie de remise des prix en Angleterre, que l'Angleterre, en termes de diffusion et de contenu à succès, était en train de devenir le 2e pays des pays producteurs que Netflix engageait. Et notamment parce que en Angleterre, les 4 shows les plus regardés étaient tous des shows produits en Angleterre. Donc il y avait Fool Me Once, Baby Reindeer, Bridgerton et The Gentleman. Et il expliquait que la stratégie de Netflix était de plus en plus de faire produire, non pas depuis les États-Unis, un contenu qui devait être le même pour tout le monde et qui devait du coup plaire à tout le monde, mais au contraire s'appuyer par tous leurs satellites dans tous les pays pour que chaque pays ait des contenus qui étaient en rapport avec sa culture. Et c'est vrai que pour l'instant, Netflix a l'air de bien réussir ce pari, en tout cas dans certains pays, en tout cas dans le pays anglais. Et en France, mine de rien, on a eu quelques succès. Évidemment, on va citer Lupin. Mais cette politique de faire du contenu dans chaque pays, alors on en avait parlé, s'accélère, entre autres parce que tout simplement l'Europe, l'Asie sont en train de devenir des marchés plus intéressants financièrement pour Netflix que les États-Unis et l'Amérique du Nord d'une manière générale. Donc effectivement, ils ont intérêt à avancer dans ce sens-là. Et puisque mon cher Kerr, tu parlais de plateforme, tu veux réagir, je te vois à l'antenne, ou c'est parce que vraiment ton grand écart commence à te faire mal aux adducteurs? Non, mais c'est vrai que c'est vrai que Netflix, contrairement aux autres plateformes, produit énormément ailleurs qu'aux États-Unis et que ça marche. Il y a, tu as pris l'exemple de Lupin, mais La Casa des Papel, Dark. Enfin, il y a plein de séries qui ne sont pas américaines, qui viennent de pays scandinaves, de Turquie, qui viennent d'Asie. Enfin, ça vient même du Brésil, etc. Et ça fonctionne. Et ça nous fait un peu voyager. Pour réagir sur ce que tu dis, en y réfléchissant, je m'étais dit que Prime aussi faisait beaucoup ça. Il y a beaucoup de contenu franco-français produit par Prime. Et ce que je me suis dit après, c'est que c'est du contenu que globalement, j'aime pas du tout. Ah oui, non. Il y a beaucoup de films, voilà, la production française, de séries. Là, LOL, il y a eu Cœur Noir, machin et tout. C'est quand même pas fou. Alors, il y a vraiment. Je suis d'accord avec toi. Pour, il y a eu Cœur Noir qui était excellente. Oui, un OK pour dire. Et du coup, j'enquille juste par une dernière news pour réagir à ce que tu disais tout à l'heure sur les plateformes qui disent le partage c'est la vie. Eh bien, Disney a officiellement arrêté le partage de comptes aux États-Unis et c'est en train de se propager dans tous les pays les uns à la suite des autres. Donc, si dans pas longtemps vous voyez un truc avec Mickey qui a un flingue pointé vers vous sur votre écran, c'est normal. Ça veut dire qu'ils ont l'impression que vous partagez votre compte et qu'il faut arrêter. Et oui, Mickey. You never fuck with Mickey Money, comme on dit. C'est à toi, mon cher Kerr. Petite news série, mon cher Greg. Il va y avoir une série Robocop qui va donc être diffusée sur Prime Video. C'est actuellement en développement avec Peter Oko qui va gérer l'écriture en tant que également showrunner et James Wan. De quoi? Mais ce showrunner, c'est cool, quoi. C'est OK qu'il soit en train de faire ça. Et on sent que vraiment c'est la fin de journée, quoi. Et James Wan, donc en tant que producteur, je placerais même c'est le début de la nuit. Si on est honnête au niveau de leur producteur exécutif. Et l'histoire de ce Robocop, c'est qu'en fait il y a la police qui va collaborer avec une entreprise spécialisée dans la tech pour qui est un agent, un policier à moitié homme, moitié machine, pas machine, qui va donc lutter contre la montée de la criminalité
Donc Robocop quoi. Ça tombe bien, c'est une série Robocop. Et voilà, moi, je l'attends pas du tout cette série. Mais bon, Est-ce je que pense c'est une que quand version elle va arriver, plus par contre, dure, je vais sauter dessus quand même. Est-ce qu'il monte un mur entre les États-Unis et le Mexique? Est-ce que c'est une version plus à droite de Robocop ou pas? Je sais pas du tout où tu vas, mais non, je pense pas. Tu sais que pour revenir sur Robocop en lui-même, c'est vraiment des films que j'ai adoré quand j'étais gamin, quoi. Et je crois que mon préféré, c'est Robocop 3 avec les cyborgs ninja, enfin les robots ninja et tout. C'était quand il se met à voler, mais à l'époque, mais je dis, ah, c'est incroyable et tout. J'avais l'impression de revivre les plus grands moments du cinéma. Et ma grand-mère c'est vraiment m'a fait remarquer que c'était complètement absurde et je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Mais bon. Robocop, qui est qui est peut-être le film préféré de Plax, donc de Memory Card, avec qui on a fait des vidéos à l'époque, hein, et que je salue d'ailleurs, et qui m'avait dit ah, regarde Robocop, c'est génial et tout. Et j'avais donc regardé. Je me demande si je l'ai pas vu chez lui. Bah, j'ai vu trop tard en fait. Mais j'avais déjà vu, mais j'avais oublié. Ça m'avait pas marqué, je l'ai vu trop tard. Donc ça m'a pas marqué, mais je te salue, Plax. Ce qui est marrant, c'est que le premier est vraiment pas fait. Enfin, pour les enfants, il est même assez violent et tout. Et les suites sont faits pour les ados et gamins, quoi. On enquille avec du coup une petite news. Daniel Day-Lewis, pour ceux qui sont fans d'un de ces acteurs dont tous les autres acteurs disent que c'est un des plus grands acteurs de sa génération. J'aime bien quand on dit ça. Génération 90. Et du coup, le truc, c'est que, eh bien, il retourne donc au cinéma dans un film réalisé par son fils, par Son Ronan Lewis. Donc, je trouve ça mignon. Voilà. Comment son père va lui dire que son film est nul? Ça va être pas facile, ça. Oui, mais tu comprends, fils, et tout. tu es capable de faire des trucs incroyables. Est-ce que tu crois pas que ce plan qui est flou, tu pourrais faire... Donc je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Pour les fans de la série Sugar avec Colin Farrell, sachez que la saison 2 a été commandée par Apple TV. Dans la catégorie, en ce moment, les streamers s'intéressent presque plus au sport que au film. Eh bien, dans la catégorie les streamers s'intéressent encore plus au sport que au film, eh bien, sachez que Amazon vient de récupérer les droits de la NHL. C'est quoi la NHL? C'est la ligue de hockey sur glace. Voilà, donc là, vous vous y attendez pas, moi non plus. Et j'enchaîne une news pour dire, je vous parlais de grève et le tout. Le showrunner, c'est Steve Hockey ou pas? De tout à l'heure, ou c'est plus le même? Cette vanne, elle est pas mal, elle est hockeytière. Donc quand c'est toi qui l'as fait, on valide direct, mais quand c'est moi, on valide plus. Ah non, mais même moi, je l'ai pas validé tout à l'heure. Et Amazon, du coup, ils sont vénères parce qu'ils récupèrent une partie de la NBA, là ils ont la NHL. Bon, ils ont lâché la Ligue 1, quoi. En fait, le truc d'Amazon, t'as vraiment l'impression, c'est genre, qu'est-ce qui va plaire aux Américains qui regardent en prenant du soda et du popcorn leur écran, quoi. C'est le sport, c'est les films qui tabassent. Mais voilà. Et vu que je viens de faire une blague, mon cher Greg, sur Amazon qui laisse la Ligue 1, il y a donc la France, c'est DAZN qui a récupéré les droits de diffusion de la Ligue 1. Et t'en avais parlé notamment dans une précédente vidéo. Et petit point, alors sur des informations, est-ce qu'elles sont vraiment officielles ou est-ce que pour l'instant ça nécessite une confirmation? En tout cas, apparemment DAZN n'aurait que 100 000 abonnés sur la Ligue 1 pour l'instant. On rappelle qu'ils avaient annoncé 1,5 million d'abonnés pour être rentable, que c'était pour un abonnement à 40 € par mois, et là ils ont fait des grosses promos à 20 € par mois, donc du coup ça veut dire qu'il faut encore plus d'abonnés pour être rentable, et 100 000 abonnés c'est vraiment vraiment très très peu si c'est confirmé. Et on rappelle que Mediapro, qui avait lâché les droits du foot il y a quelques années, avait lâché l'affaire quand ils avaient 400 000 abonnés, donc beaucoup plus que DAZN. Et là, apparemment, c'est une catastrophe. Voilà. Donc, pour un petit point droit... Ce qui est une catastrophe pour le sport français d'une manière générale, puisque pour rappel, l'argent qui arrive comme ça dans la Ligue 1, il y a aussi une partie qui est reversée, du coup, dans
à la fédération de foot pour qu'ils puissent aller filmer et capter les autres, la Ligue 2, et puis les autres sports qui sont liés à la Ligue de foot. Mais ce que les gens ne savent pas, et ce que j'ai appris dans un C'est pas sorcier de La Ligue 2, c'est 1999 que j'ai montré à mon fils, c'est qu'en fait, il y a une taxe intersport, et en gros, ça, c'est très important. les revenus qui arrivent au foot sont taxés pour être rebalancés vers les sports moins connus. Et du coup, si cette taxe s'effondre, c'est l'ensemble des sports français et l'ensemble du tissu donc de sports professionnels ou semi-professionnels qui va très mal. Donc la Ligue 1, moi je la regarde pas, mais c'est vrai que du coup, je me dis qu'elle va avoir un effet très négatif sur le sport en France. On est bien loin. Il va y avoir un effet série. très négatif juste sur la Ligue 1 française déjà, sur le foot professionnel français. On enquille, il y a Jonathan Major. Alors lui, vous pensiez plus entendre son nom. Donc c'était Kang le conquérant, qui est devenu donc Kang le cancel. Et du coup, en fait, il y a Magazine Dreams, qui est donc son nouveau film, qui va sortir au cinéma en 2025. En fait, ce qui se passe, c'est que y a une boîte de production aux États-Unis, pas besoin de leur donner leur nom, pas besoin de leur donner de la publicité, qui en fait prennent tous les projets des gens qui se font cancel ou qui ont de la très mauvaise publicité et qui en fait décident que eux, en fait, ils s'en fichent, mauvaise publicité. Et du coup essayent de mettre ces films. Donc ils ont mis un film adapté autour de Trump qui a eu beaucoup de mauvaise presse aux États-Unis et eux essayent du coup de se faire un petit peu de sous sur ça. Je trouve ça marrant, tu vois, t'as le truc de Hollywood qui essaye d'être plus blanc que blanc et qui du coup veut se séparer d'éléments qu'il considère comme négatifs. Et du coup, il y a d'autres studios d'Hollywood qui se disent ouais, du coup, comme ils sont de côté, ils sont peut-être prêts à faire du blé, etc. Donc, il y aura le retour en 2025. Et puisqu'on parlait de Trump, un petit truc qui, je pense, a dû faire une syncope à DC Comics, et c'est Zachary Levi, qui est donc l'acteur qui joue le rôle de Shazam, qui est apparu dans une des conventions de Trump pour le soutenir. Bon, soit il a le droit de soutenir qui il veut, et il a commencé son discours en disant « Vous vous demandez pourquoi Shazam est là pour soutenir Trump ?» Et là, je pense que les gens chez DC ont dû, à mon avis, tomber par terre, de se dire que l'acteur était en train d'associer le personnage de Shazam, qui est un enfant hyper pur, qui devient un super-héros, à des notions politiques. Je pense que c'était pas du tout attendu, et je pense que c'est typique le genre de move qui fait qu'un acteur perd complètement son rôle. Donc déjà que Shazam et Zachary Levi, ça avait l'air d'être complicado, je pense que c'est le dernier clou dans le cercueil. C'est à toi, mon cher Kerr. Moi, j'ai terminé, mon cher Hugues. Tu n'as pas terminé. Si tu veux une dernière petite news, là, mais je sens que c'est une news tristesse pour beaucoup, y compris toi. La série Chucky est annulée. Voilà, il n'y aura pas de nouvelle saison. Elle est annulée, je crois que c'est la saison 3 la dernière. Non, c'était la saison 2, il n'y aura pas de saison 3. Voilà. Terminado pour la poupée, elle retourne au grenier. Ok, du coup, je vais enchaîner avec des news, des petites et des grosses. La première, c'est Superman et Lois a eu du coup le trailer de son nouveau comeback de saison. Je sais qu'il y a des fans de Superman et Lois, et là, c'est des épisodes clés puisque c'est la mort de Superman. Ils ont été beaucoup teasés. Accessoirement, les acteurs de Lois et Clark, donc pas Superman et Lois et Clark, l'ancienne série qui est plutôt pour les gens qui ont les cheveux de cette couleur, et bien les acteurs Dean Cain et Terry Hatcher, c'est ça, Terry Hatcher, sont intervenus dans une convention pour dire qu'ils trouvaient que Superman et Lois c'était vraiment nul, et du coup je me suis dit que ça devait pas leur faire une belle promo. Alors accessoirement, je trouve que c'est assez bizarre d'aller dans une convention de fans de Superman et de dire ouais, la nouvelle série de Superman elle est nulle, mais bon, au moins ils ont leur franc-parler. Alors que les critiques sont très bonnes. Oui, alors en tout cas c'est sur la saison 1. Je sais pas si t'as vraiment suivi la suite, mais en tout cas sur la saison 1, ils étaient très bons. On enquille avec du coup une petite news marrante et deux news IA.
On va commencer par la news marrante. La SAG-AFTRA, donc qui a fait le syndicat des acteurs américains, qui a fait donc cette grève assez dure avec les studios, eh bien appelle à faire une grève de League of Legends. Et là, vous vous dites quoi ? Et j'ai fait pareil. Je me suis dit, mais c'est quoi le rapport ? Et en fait, c'est parce que Tencent utilise des filiales et des sous-sociétés dans d'autres pays pour faire le doublage par des gens qui ne sont pas syndiqués et donc à des salaires inférieurs, machin, etc. Et du coup, SAG-AFTRA dit tu voulais être syndiqué, tu voulais avoir des aides américaines, eh bien, du coup, tu vas gagner la grève. On enchaîne avec les deux petites news IA. La première, c'est Lionsgate a annoncé qu'ils avaient donné les droits à une société d'IA d'entièrement entraîner leur IA sur leur catalogue. Ce qui est une news qui est loin, mais vraiment loin d'être anodine, puisque ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les films, tous les acteurs qui ont joué, toutes les scènes, toutes les rushs, tout ce que Lionsgate va mettre à disposition des IA seront officiellement utilisés pour entraîner les IA. Donc là, on peut imaginer entraînement sur base de scénario, entraînement sur tel film a marché, pourquoi, comment, etc. Pour générer des plans, des images. Donc Lionsgate, là, en fait, c'est vraiment la clé du portail des lions. Là, pour le coup, c'est vraiment le bon titre qu'ils ont donné comme ça. C'est une grosse raison des grèves, à la fois de réalisateurs, scénaristes, enfin tout ce que vous voulez. Elles étaient aussi beaucoup liées au fait qu'il fallait pas, enfin dans leur tête, il fallait pas que les IA soient entraînées pour les remplacer à terme. Là, du coup, Lionsgate a signé ces protocoles, hein, comme les gros studios, mais par contre a dit on va entraîner les IA parce que ce deal là, il est pas pour l'éternité, et comme ça, quand ce deal sera fini, on sera prêt, quoi. C'est un deal, c'est vraiment. Alors, c'est logique, hein, Lionsgate, leur but, c'est de faire du brousouf. Là, ils font du brousouf en donnant accès à leur catalogue et en plus à avoir un outil sans doute plus performant que ceux qui ne le font pas dans quelques années. Mais c'est vraiment une news majeure parce que Lionsgate, c'est un gros studio. Ça fait beaucoup d'années, beaucoup de contenu. Imaginez du coup le visage des acteurs qui pourraient être générés. Enfin, ça va donner énormément de choses. Les figurants qui sont passés 3 fois dans le film et tout. Ça ne veut pas dire que l'IA aura les droits de ces figurants, de les réutiliser, de les recréer ces mêmes visages. Mais par contre, ça veut dire que l'IA saura particulièrement bien faire comment quelqu'un se déplace, comment les plans doivent s'enchaîner. Enfin, c'est vraiment une étape qui va être complètement dans l'ombre. On n'entendra plus parler. Mais ça va être une étape majeure du développement des IA dans l'audiovisuel, dans la création de films, de séries, de formats courts. Enfin, c'est vraiment un très gros truc. Et puisqu'on est du côté des IA gagnent, allons du côté des IA perdent, ou en tout cas sont en train de combattre. Il y a OpenAI, dans le procès dont on vous a parlé il y a très longtemps, où il y a 3 créateurs de contenu américains, notamment Sarah Silverman. Sarah Silverman qui est une comique, auteure de quelques livres. Et pour ceux qui sont fans de VO, c'est elle qui fait la voix de la petite fille dans Wreck-It Ralph, Les Mondes de Ralph. Et donc, en fait, ils ont été 3 à faire un procès à OpenAI en disant que l'IA avait été entraînée sur leur livre de manière totalement interdite. Et le procès suit son cours. Et là, OpenAI a été obligé de donner pour la première fois accès à ses data centers et à ses manières d'entraîner les IA sur du contenu. Donc, on va commencer. Là, c'est la première fois qu'on a le droit officiellement, en tout cas une entité juridique a le droit officiellement d'ouvrir le capot et de regarder comment ils font. Alors, qu'est-ce qu'ils vont y trouver ? Est-ce qu'il y a suffisamment de gens sur la planète qui ne travaillent pas chez OpenAI qui sont capables de comprendre ce que OpenAI fait ? C'est une autre question. Mais du coup, en tout cas, OpenAI qui a été obligé de montrer transparence. C'est une première mondiale qu'une des grosses boîtes d'IA montre comment elle entraîne son modèle, quoi. Et alors là, s'ils trouvent qu'effectivement, ils entraînent de manière complètement illégale les IA sur du contenu, ça va poser pas mal de questions.
Surtout qu'on est au moment où OpenAI a eu 6 milliards ou 6 milliards 9, un truc comme ça, de levée de fonds depuis quelques semaines. Et pour une société qui perd beaucoup d'argent, c'est aussi une manière de freiner OpenAI et son avancée vraiment extrêmement rapide actuelle. Qu'est-ce que tu en penses, Car? C'est inquiétant tout ça sur les IA. Et puisque tu parles d'IA, je vais vous parler de James Cameron. Puisque s'il y a des réalisateurs qui ont clairement dit qu'ils étaient opposés à l'IA, James Cameron, lui, a rejoint une société d'IA qui s'appelle Stability AI. Donc il a rejoint le conseil d'administration de cette entreprise, notamment parce que son dirigeant actuel est une personne avec qui il a travaillé sur Avatar. Donc voilà, et la justification de Cameron, c'est il dit qu'il a toujours été à la pointe de la technologie au niveau du cinéma et qu'il aurait tort de ne pas s'intéresser à l'IA. Donc à voir ce que Cameron va en faire, ou est-ce que c'est juste du business et il va faire ça donc Du dans biz-biz. l'ombre, à voir. Mais c'est pas très rassurant. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis pour ces news avec du bon, du pas bon, du beau, du pas beau. Et j'ai envie de vous dire, nous, ça nous fait toujours plaisir de vous préparer ces petites news. On espère que ça vous plaît. Mon cher Ker, tu vas avoir le mot de la fin. Et nous, on va tous être régalés de pouvoir voir ce petit visage bronzé de la Picardie ensoleillée en ce moment. Mon petit Ker, quel est ton mot de la fin ? Couvrez-vous, il commence à faire froid. Allez, à bientôt. Ciao.